Nuit du 2 décembre 1887. Dans la vallée de la Loire, le château de Chenonceau semble flotter paisiblement sur les eaux noires du Cher. Sa silhouette de pierre blanche reflétant une sérénité absolue, presque irréelle. Tout ici respire l'histoire, la grâce et le silence des rois. Pourtant, à 300 kilomètres de là, au cœur de Paris, la Troisième République est en train de s'effondrer dans le vacarme. Sous les fenêtres du palais de l'Élysée, la foule gronde, les journaux s'arrachent, et l'impensable se produit. Jules Grévy, président de la République, présente officiellement sa démission. Ce n'est pas une guerre ni une invasion qui le chasse du pouvoir, mais un scandale. Une affaire sordide de trafic d'influence et de décorations vendues comme de vulgaires bibelots orchestrés par un homme, Daniel Wilson, son gendre. Mais quel fil invisible relie ce désastre politique parisien aux arches majestueuses de Chenonceau? La réponse réside dans une ambition dévorante. Ce château n'était pas seulement une demeure pour Marguerite Pelouse, la sœur de Daniel Wilson. Il était le décor fastueux d'une ascension sociale qui a viré au cauchemar. Comment un monument historique est-il devenu la victime collatérale d'une soif d'argent incontrôlée? Quand l'honneur devient une marchandise, même un château de légende peut servir de vitrine au mensonge. Si vous souhaitez comprendre le prix réel de cette illusion, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner pour nous accompagner dans cette enquête. Votre soutien est la clé qui nous permet de rouvrir ces dossiers oubliés. Pour comprendre comment un scandale a pu ébranler les fondations mêmes de la République, il faut d'abord saisir l'âme d'une époque en pleine métamorphose. Nous sommes dans la seconde moitié du XIXe siècle, une période charnière où la France change de visage. La vieille aristocratie de sang, celle des épées et des blasons, voit son monopole s'effriter face à une nouvelle force, plus vive, plus bruyante et infiniment plus puissante, l'argent. C'est l'aube de la Troisième République, le temps des industriels, des banquiers et des grands bourgeois qui bâtissent des empires non plus sur des terres, mais sur des usines, des chemins de fer et du gaz d'éclairage. C'est dans ce contexte d'effervescence que s'élève la famille Wilson. Loin des lignées millénaires de la vallée de la Loire, leur fortune est récente, forgée par le père, Daniel Wilson Senior, un ingénieur écossais de génie qui a littéralement apporté la lumière à Paris en installant le système d'éclairage au gaz de la capitale. À sa mort, il laisse à ses enfants une fortune colossale, de celles qui permettent non seulement de vivre dans le luxe, mais de s'inventer un destin. Au centre de ce tableau se tient Marguerite. Née Wilson, devenue Madame Pelouse par un mariage prestigieux, elle est l'incarnation parfaite de cette élite qui refuse de rester dans l'ombre. Marguerite est une femme de goût, cultivée, une amoureuse des arts qui ne se contente pas de posséder. Elle veut régner. Et pour régner, il lui faut un trône. En mai 1864, elle jette son dévolu sur l'un des joyaux les plus emblématiques de l'histoire de France, le château de Chenonceau. Ce choix n'a rien d'anodin. Chenonceau n'est pas une simple demeure de plaisance. C'est le château des dames, une architecture unique au monde. Un pont habité, jeté au-dessus du Cher, façonné par les rivalités et les amours de femmes légendaires. Diane de Poitiers, la favorite, et Catherine de Médicis, la reine noire. En acquérant ce monument, Marguerite Pelouse ne s'offre pas seulement des murs de pierre, elle s'offre une place dans l'histoire. Elle entend marcher dans les pas de ses souveraines, faire de Chenonceau le foyer intellectuel et artistique de son temps, un salon où se presse le tout Paris. Elle veut que son nom soit prononcé avec la même révérence que celui des Valois. Mais Marguerite n'est pas seule dans cette ascension. À ses côtés, ou plutôt dans son sillage, gravite son frère cadet, Daniel Wilson. Si Marguerite est la bâtisseuse, l'esthète qui rêve de grandeur architecturale, Daniel, lui, est l'homme de l'ombre, le stratège politique.
D'apparence affable, séducteur et incroyablement habile, il comprend vite que la fortune familiale peut servir de levier pour ouvrir les portes les plus lourdes de la République. Daniel Wilson ne s'intéresse pas à la beauté des pierres, mais au pouvoir qu'elles confèrent. Député, il gravit les échelons avec une aisance déconcertante, jusqu'à devenir sous-secrétaire d'État. Son coup de maître, son mariage avec Alice Grévy, la fille du président de la République, Jules Grévy. Cette union le propulse au cœur même du pouvoir exécutif, à l'Élysée. Désormais, le frère et la sœur tiennent les deux bouts de la chaîne. Marguerite possède le prestige social avec Chenonceau, et Daniel détient l'influence politique à Paris. Cependant, cette alliance entre le capital industriel et la politique républicaine crée un mélange instable. Pour les Wilson, la frontière entre le patrimoine privé et l'intérêt public commence à se flouter. Ils incarnent une nouvelle réalité sociale où tout semble possible, où les titres ne sont plus des droits de naissance, mais des objectifs à atteindre. Chenonceau devient alors bien plus qu'une résidence. C'est une vitrine, un outil de légitimation. C'est le théâtre où l'on reçoit, où l'on éblouit, où l'on tisse des réseaux qui mêlent inextricablement les affaires de l'État et les intérêts du clan. Dans cette France républicaine qui prône l'égalité, une vérité silencieuse s'installe dans les couloirs du château. L'honneur n'est plus seulement hérité, il circule. Il s'achète, se négocie, s'échange contre des faveurs ou des financements. Marguerite, aveuglée par sa passion pour la restauration de son château, et Daniel, enivré par sa proximité avec le pouvoir, ne voient pas encore que ce mécanisme qu'ils croient maîtriser est sur le point de se retourner contre eux. Ils pensent bâtir un empire sur le Cher, mais ils sont en train de construire le décor de leur propre chute. Mais pour que cette stratégie d'influence devienne une véritable dynastie, il manquait aux Wilson une pierre angulaire, un monument capable de transformer leur or récent en légitimité éternelle. Choisir Chenonceau, ce n'est pas simplement choisir une adresse en Touraine, c'est faire le choix d'une audace architecturale qui défie les lois de la nature. La plupart des châteaux de la Loire, comme Amboise ou Blois, dominent le paysage du haut d'un promontoire rocheux, forteresse imprenable regardant le monde de haut. Chenonceau, lui, est une anomalie sublime. Il ne se pose pas sur la terre, il enjambe l'eau, il n'observe pas le fleuve, il l'épouse et le contraint à passer sous ses pieds. Lorsque Marguerite Pelouse découvre ce domaine en 1864, elle est immédiatement saisie par cette singularité. Le château n'est pas une île, c'est un pont. Le corps de logis carré repose sur des piles massives ancrées dans le lit du Cher, tandis que la célèbre galerie s'élance vers la rive opposée, créant une voie de passage artificielle là où la géographie imposait une barrière. Cette configuration unique confère au lieu une aura de maîtrise absolue. Dès sa conception, Chenonceau a parlé le langage de la puissance, qui maîtrise le courant, maîtrise le récit. Mais ce que Marguerite achète avec la fortune du gaz, c'est avant tout un mythe, une légende de pierre façonnée par deux des femmes les plus puissantes de l'histoire de France. Il y a d'abord Diane de Poitiers, la favorite du roi Henri II, celle dont la beauté inaltérable a fait plier la cour. C'est elle, dans sa soif de grandeur, qui a ordonné la construction de ce pont pour relier les deux rives, transformant un simple manoir en un point stratégique de passage. Puis, il y a l'ombre, plus sombre et plus imposante encore, de Catherine de Médicis. La reine veuve, qui a chassé la favorite à la mort du roi, a superposé sa propre vision sur l'œuvre de sa rivale. C'est Catherine qui a fait élever sur ce pont la double galerie, inspirée du Ponte Vecchio de sa Florence natale, transformant l'ouvrage militaire en une salle de bal suspendue entre ciel et eau. Pour Marguerite Pelouse, cette superposition de volonté féminine est un miroir irrésistible. Elle,
La bourgeoise fortunée, la fille d'industriels, se voit comme l'héritière spirituelle de ses reines. Elle ne voit pas dans Chenonceau une simple résidence secondaire, mais un temple qu'elle doit non seulement habiter, mais restaurer dans sa pureté originelle. Elle est fascinée par l'idée que ce château a toujours été le domaine des femmes. Un lieu où le pouvoir se déclinait au féminin, loin de la brutalité des champs de bataille masculins. Cependant, le Chenonceau de 1864 n'est plus tout à fait celui de la Renaissance. Les siècles ont passé, apportant leur lot de modifications, de cloisonnements malheureux et d'aménagements plus modestes du XVIIIe siècle, notamment sous l'ère de Madame Dupin. Si cette dernière a sauvé le château de la destruction révolutionnaire grâce à son esprit des Lumières, elle a aussi humanisé les espaces, les rendant plus confortables, mais peut-être moins royaux aux yeux de Marguerite. L'ambition de Madame Pelouse se cristallise alors autour d'une idée fixe presque dangereuse: effacer le temps. Elle veut gommer les traces des siècles intermédiaires pour retrouver le Chenonceau absolu, celui de la splendeur des Valois. Ce n'est plus de l'architecture, c'est de l'archéologie fantasmée. Elle veut rendre à la façade son visage du XVIe siècle, quitte à détruire ce qui a été ajouté par la suite. C'est une vision puriste, radicale, qui nécessite des moyens illimités. Le choix de ce lieu par Marguerite n'est donc pas un hasard sentimental, c'est un acte d'affirmation. En s'installant au-dessus du Cher, dans ce palais-pont, elle envoie un message clair à la société parisienne. Elle ne cherche pas à s'intégrer, elle cherche à dominer. Elle veut être celle qui tient les clés de ce passage mythique. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est que l'eau qui coule sous les arches est changeante. Ce fleuve, qui a porté les barques royales de Catherine de Médicis, s'apprête à devenir le gouffre financier de la famille Wilson. Car vouloir figer le temps et contrôler l'histoire a un prix. Et les pierres de Chenonceau, témoins silencieux de tant d'ascensions et de chutes, attendent patiemment leur dû. Dès 1865, le silence séculaire de la vallée du Cher est brisé. Pour transformer le rêve d'absolu de Marguerite en réalité de Pierre, il ne suffit pas de quelques retouches cosmétiques. Il faut ouvrir l'un des chantiers les plus colossaux et les plus radicaux de l'époque. Chenonceau cesse d'être une demeure pour redevenir ce qu'il était à la Renaissance. Un immense théâtre en construction, envahi par la poussière, les échafaudages et le fracas des outils. Pour orchestrer cette métamorphose, Marguerite engage l'architecte Félix Roguet. Disciple de la pensée rationaliste de son temps, Roguet n'est pas là pour préserver le charme patiné du passé, mais pour le corriger. Sa mission est brutale et précise. Il doit purger le château de tout ce qui n'est pas Catherine de Médicis. Durant près de 13 ans, de 1865 à 1878, le château va subir une opération chirurgicale à cœur ouvert. Le chantier mobilise une véritable armée, des centaines d'ouvriers, tailleurs de pierre, charpentiers, sculpteurs, maîtres verriers, affluant vers les rives du Cher. Ils viennent de Touraine, mais aussi de Paris, attirés par la manne financière inépuisable de la famille Wilson. On raconte que les échafaudages qui enveloppent le pont-galerie sont si denses qu'ils semblent y former une seconde peau de bois, masquant presque entièrement l'élégante silhouette de pierre blanche. C'est une ruche bourdonnante où l'argent du gaz parisien se convertit jour après jour en blocs de teufaux immaculés. L'intervention la plus spectaculaire et sans doute la plus symbolique de cette volonté de réécriture concerne la façade nord. Marguerite juge les modifications apportées au fil des siècles trop lourdes, trop encombrées. Elle ordonne le déplacement des monumentales cariatides, ces statues de pierre qui ornaient la façade d'entrée, pour les reléguer dans le parc où elles trônent encore aujourd'hui. Elle veut épurer, alléger, revenir à une ligne architecturale idéale qui n'a peut-être jamais vraiment existé que dans son imagination. C'est un acte de démiurge. Madame Pelouse ne se contente pas d'habiter l'histoire, elle la déplace, la trie,
jette ce qui lui déplaît et exalte ce qu'elle admire. À l'intérieur, la transformation est tout aussi totale. Les cloisons abattues par Madame Dupin au siècle précédent sont remontées ou modifiées. Les cheminées sont sculptées à neuf. Les plafonds repeints aux armes des anciennes reines. Roguet et ses artisans travaillent avec une obsession du détail qui frôle la manie. Chaque poignée de porte, chaque carreau de sol doit respirer la grandeur des Valois. Le château est modernisé en secret. On y installe le chauffage, des cuisines modernes en sous-sol dignes d'un grand hôtel. Mais en surface, tout doit crier « Renaissance ». Cependant, derrière la beauté du geste architectural, une autre réalité se dessine, plus froide et comptable. Ce chantier titanesque engloutit des fortunes. Les factures s'accumulent comme les pierres de taille. On ne compte plus en milliers, mais en millions de francs or. Pour Marguerite, la dépense ne semble pas avoir de limite. Elle est persuadée que sa fortune est un puits sans fond. Elle ne voit pas les ouvriers, elle voit l'œuvre. Elle ne voit pas le coup, elle voit la gloire. Pourtant, chaque coup de burin donné sur la façade de Chenonceau résonne comme un avertissement. En voulant effacer les traces du temps pour imposer sa marque, Marguerite Pelouse lie son destin à celui du bâtiment d'une manière irréversible. Elle injecte la totalité de son avoir dans ses murs, pensant acheter ainsi l'éternité. Mais dans ce tourbillon de poussière et d'ambition, une vérité commence à émerger, liant le sort des pierres à celui de ses propriétaires. Ici, on ne répare pas seulement des façades, on blanchit une fortune, on tente de sceller dans le marbre une légitimité que la naissance a refusée. Le château redevient splendide, certes, mais il est désormais, plus que jamais, une créature de l'argent. Et l'argent, contrairement à la pierre, est volatile. Une fois les échafaudages démontés et la poussière de pierre retombée, le Chenonceau de Marguerite Pelouse se révèle enfin. Ce n'est plus le château fané qu'elle avait acquis, c'est une apparition. À l'intérieur, le silence a remplacé le fracas des marteaux, mais c'est un silence chargé, dense, presque intimidant. Car si l'extérieur a été sculpté pour impressionner le monde, l'intérieur a été conçu pour le soumettre. Pénétrer dans le château restauré par Félix Roguet, c'est entrer dans une illusion parfaite. L'architecte, fidèle à l'esprit de son temps, celui d'un 19e siècle, obsédé par un Moyen-Âge et une Renaissance fantasmée, a recréé un décor plus vrai que nature. Les sols sont retapissés de majoliques éclatantes, les plafonds à caissons retrouvent leur couleur vive, parfois trop vive, comme si l'histoire venait d'être repeinte le matin même. Le cœur battant de cette mise en scène est sans conteste la grande galerie. Cette salle de bal de 60 mètres de long, suspendue au-dessus des flots, devient sous l'air pelouse un espace d'une géométrie hypnotique. Le sol, un damier noir et blanc d'ardoise et de pierres de tuffeau, s'étire à l'infini. Ce n'est plus seulement une salle de réception, c'est un échiquier géant. Un échiquier où la lumière du Val-de-Loire, filtrant à travers les 18 fenêtres, joue avec les ombres et où bientôt les pions de la politique et de la finance seront avancés par Daniel Wilson. L'acoustique y est particulière. Le bruit de l'eau courant sous les arches remonte doucement, rappelant à chaque instant que ce palais est un défi posé sur un élément instable. Mais le véritable tour de force de Marguerite réside dans ce qui ne se voit pas. Derrière les tapisseries des Flandres et les dressoirs en chêne massif sculptés à la gloire des Valois, se cache une modernité technologique inouïe pour l'époque. Madame Pelouse veut vivre comme une reine de la Renaissance, mais avec le confort d'une milliardaire industrielle. Les cuisines, installées dans les puissants soubassements des piles du pont, sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie. Elles sont équipées de fourneaux monumentaux, de systèmes de monte-plat et d'une pompe puisant l'eau directement dans le Cher. C'est là, dans les entrailles du pont, que bat le véritable cœur de la maison,
Une machinerie complexe capable de nourrir des centaines d'invités sans que jamais l'odeur de la cuisson ne vienne troubler les salons dorés des étages. Dans les appartements privés, le culte de la personnalité atteint son paroxysme. Marguerite fait restaurer la chambre de Diane de Poitiers et celle de Catherine de Médicis avec un luxe écrasant. Les cheminées monumentales sont refaites, arborant fièrement les initiales entrelacées H et C pour Henri II et Catherine, mais ironiquement, elles semblent désormais célébrer une nouvelle royauté, celle de l'argent. Chaque meuble, chaque chandelier, chaque étoffe de velours cramoisi est choisie pour crier l'ancienneté, mais l'accumulation est telle qu'elle trahit l'époque victorienne. C'est un luxe lourd, chargé, qui ne laisse aucun vide, aucun repos pour l'œil. C'est ici que le malaise s'installe subtilement. En parcourant ces couloirs où l'on a supprimé les traces vulgaires du XVIIIe siècle pour ne garder que le noble XVIe siècle, on comprend que Marguerite n'a pas seulement restauré un bâtiment, elle a édité l'histoire. Elle a choisi quelle mémoire méritait de survivre. Elle a gommé la douceur de vivre de Madame Dupin pour revenir à la rigueur froide de Catherine de Médicis. Cette réécriture architecturale pose une question fondamentale qui résonne sur les murs fraîchement peints. Quand le passé est ainsi corrigé, nettoyé et mis en scène, qui est le véritable auteur du récit? Est-ce encore l'histoire de France, ou est-ce devenu le roman personnel d'une famille en quête de légitimité? Dans ces salons somptueux, l'honneur des vieux rois a été poli, verni et réinstallé, mais il a désormais un propriétaire. Et comme tout ce qui s'achète, il est exposé, prêt à servir de caution morale aux ambitions les plus troubles qui se préparent dans l'ombre de ces murs parfaits. Le décor est planté, les murs sont parés, la scène est prête. Mais un théâtre, aussi somptueux soit-il, n'est rien sans ses acteurs. Et Marguerite Pelouse n'a pas restauré Chenonceau pour y vivre en recluse. Elle l'a bâti pour qu'il devienne le centre de gravité d'une société en quête de repères, un lieu où la République naissante pouvait venir se draper dans les habits de la monarchie défunte. Durant les années 1880, Chenonceau connaît une effervescence qu'il n'avait plus vue depuis les fêtes galantes de Catherine de Médicis. Marguerite transforme le château en une académie des arts et des lettres informelle, un salon à ciel ouvert où se presse l'élite intellectuelle, politique et financière de l'Europe. C'est ici, dans la grande galerie suspendue au-dessus de l'eau, que le jeune Claude Debussy passe ses étés comme pianiste privé de la famille, imprégnant les murs de ses premières harmonies impressionnistes. C'est ici que l'on croise Gustave Flaubert ou des sculpteurs renommés mêlés aux banquiers de la haute finance et aux ministres influents que Daniel Wilson draine dans son sillage. L'apogée de cette vie de château, le moment où le rêve frôle la folie, reste gravé dans les mémoires locales comme la fête vénitienne de 1886. Ce soir-là, Marguerite décide que le Cher ne sera plus une simple rivière de Touraine, mais le grand canal de Venise. Avec une démesure qui ne connaît aucun frein, elle fait importer d'Italie de véritables gondoles et leurs gondoliers. Imaginez la scène. La nuit tombe sur la vallée, mais Chenonceau refuse l'obscurité. Des milliers de lanternes flottent sur l'eau, éclairant les arches du pont d'une lueur féerique. Les invités, triés sur le volet, glissent sur l'eau noire au son des barcaroles, costumés en doge ou en marquise, jouant à être ce qu'ils ne sont pas. Le ciel s'embrase d'un feu d'artifice titanesque, dont chaque explosion coûte le salaire annuel d'un ouvrier agricole de la région. C'est un spectacle total, une ivresse collective où le champagne coule aussi vite que le courant du fleuve. Pourtant, au milieu de cette féerie, une chorégraphie plus cynique se joue. Si Marguerite est l'âme artistique de ces soirées, son frère Daniel en est le moteur pragmatique. Pour lui, ces fêtes ne sont pas de simples divertissements, ce sont des outils de travail. Le château devient, de fait, l'antichambre officieuse de l'Élysée. Entre deux valses et une coupe de cristal, dans les recoins feutrés des salons fumoirs, des alliances se nouent, des carrières se font et se défont.
C'est là que la proximité avec le gendre du président devient une monnaie d'échange tangible. Les invités ne viennent pas seulement pour la beauté du lieu, ils viennent pour toucher du doigt le pouvoir. Dans les coulisses, loin des soies et des rires, une autre réalité s'agite. Dans les sous-sols, les cuisines sont une fournaise. Une armée de domestiques, de valets de pied, de cuisiniers et de jardiniers s'épuise à maintenir cette illusion de perfection. Pour eux, la magie de Chenonceau se mesure en heures de sommeil perdues et en courses effrénées dans les couloirs de service. Ils sont les témoins muets d'une prodigalité qui commence à effrayer même les comptables les plus aguerris. Ils voient les livraisons incessantes, les caprices satisfaits à prix d'or, et sentent, peut-être mieux que leur maître, la fragilité de cet édifice financier. C'est dans cette atmosphère de fin de règne avant l'heure que se cristallise le drame à venir. Cette opulence n'est pas gratuite, elle est une affirmation désespérée. En saturant l'espace de luxe et de bruit, les Wilson tentent de couvrir le murmure grandissant des dettes. Dans ces salons, l'honneur ne va pas de soi. Il se joue, se prouve, et surtout, il se met en scène. Chaque fête doit être plus belle que la précédente, chaque invité plus prestigieux, comme pour conjurer le sort. Mais la fête vénitienne a un goût d'apocalypse joyeuse. C'est le dernier grand bal sur le pont du Titanic. La musique joue fort, très fort, pour que personne n'entende le craquement sinistre de la glace, ou plutôt le crissement de la plume des huissiers qui commencent déjà à encercler le domaine. Mais l'aube se lève toujours, même après les nuits les plus éblouissantes. Et la lumière crue du matin sur les eaux du Cher révèle une réalité que les lampions vénitiens avaient réussi à masquer. La fête est finie, et l'addition est vertigineuse. Le drame de Chenonceau, avant d'être un scandale d'État, est d'abord le naufrage intime d'une famille qui a cru que la fortune était une ressource naturelle inépuisable. Marguerite Pelouse a commis l'erreur fatale des passionnés. Elle a aimé son château plus que sa propre survie. Les travaux colossaux de l'architecte Roguet, qui devaient durer quelques années, se sont étirés sur plus d'une décennie. Les factures se sont empilées, transformant les colonnes de chiffres en une tour de Babel financière aussi haute que les tourelles du château. On estime aujourd'hui que la restauration et le train de vie fastueux ont englouti la quasi-totalité de l'héritage paternel. L'atmosphère dans le château change imperceptiblement. Les rires dans la grande galerie sonnent de plus en plus faux. Une angoisse sourde commence à s'infiltrer dans les couloirs, rampant le long des murs tendus de soieries. Marguerite, autrefois la reine incontestée de ces lieux, devient peu à peu la prisonnière de sa propre création. Elle, qui voulait posséder Chenonceau, se retrouve possédée par lui. Chaque pierre restaurée, chaque arbre planté, chaque réception donnée pour éblouir le tout Paris, est un pas de plus vers le gouffre. Elle vit dans une fuite en avant désespérée, continuant à dépenser pour maintenir les apparences, car dans ce monde, montrer le moindre signe de faiblesse financière équivaut à une mort sociale. C'est dans ce climat d'étouffement que les relations familiales, socle de l'ascension des Wilson, commencent à se fissurer. Le frère et la sœur, autrefois unis dans la conquête de Paris et de la Touraine, se retrouvent face à une équation impossible. Daniel Wilson, le politique, a besoin de l'argent de Marguerite pour financer ses campagnes électorales, ses journaux de propagande et son train de vie parisien. Mais Marguerite, l'esthète, a déjà tout sacrifié à la pierre. Les liquidités manquent. Le robinet du gaz, qui avait fait leur fortune, ne coule plus assez vite pour remplir le tonneau des Danaïdes qu'est devenu Chenonceau la tragédie personnelle de Marguerite et d'une tristesse absolue. Elle se retrouve isolée, entourée de courtisans qui ne viennent que pour le champagne, tandis que les banquiers du Crédit Foncier commencent à envoyer des missives de plus en plus menaçantes. Son mariage avec Eugène Pelouse s'était déjà soldé par une séparation.
Mais c'est désormais une autre forme de divorce qui la menace, le divorce avec son rêve. On raconte qu'elle parcourait parfois seule, la nuit, cette galerie au-dessus de l'eau, cherchant peut-être dans le reflet noir du fleuve une réponse à cette question obsédante. Comment tout cela a-t-il pu aller si loin? Pour Daniel Wilson, la pression est différente, mais tout aussi écrasante. Il est le gendre du président. Il ne peut pas faire faillite. L'honneur de l'Élysée est en jeu. Il voit sa sœur s'enfoncer, il voit le patrimoine familial fondre, et il comprend qu'il doit trouver de l'argent, vite, beaucoup, et par n'importe quel moyen. C'est le château, par son coût exorbitant, qui devient le moteur silencieux de la dérive morale. Il faut renflouer les caisses pour sauver les murs. Ainsi, le piège se referme. Ce n'est pas la méchanceté pure qui guide leurs pas, mais une panique bourgeoise face au déclassement. Ils ont voulu vivre comme des rois sans en avoir le trésor perpétuel. La famille Wilson-Pelouse, qui voulait incarner la réussite éclatante de la République, devient l'illustration d'une vérité cruelle. On peut acheter un château, on peut acheter des titres, mais on ne peut pas acheter la paix de l'esprit. Toute famille aspire à un honneur sans tache, à laisser une trace immaculée dans l'histoire. Mais à Chenonceau, l'air devient lourd. Le parfum des fleurs des jardins commence à être couvert par une odeur plus âcre, celle de la peur et de la compromission. Le décor est toujours splendide, mais derrière les rideaux tirés, le drame se noue. Pour ne pas perdre ce palais de pierre, il va falloir vendre ce qui reste d'immatériel. L'âme de la maison est déjà hypothéquée. Il ne reste plus qu'à vendre l'honneur de la République. C'est à Paris que le nœud coulant se resserre. Mais l'onde de choc prend sa source dans les besoins insatiables créés par la vie de château. Daniel Wilson, acculé par les dettes politiques et familiales, trouve une solution d'un cynisme absolu. Il réalise qu'il possède une ressource immatérielle bien plus précieuse que l'or ou le gaz, la signature du président de la République. Depuis son bureau à l'Élysée, le gendre idéal met en place une officine de l'ombre. Le mécanisme est simple, effrayant d'efficacité. D'un côté, des hommes d'affaires véreux, des ambitieux en mal de reconnaissance, prêts à payer une fortune pour obtenir ce petit morceau de ruban rouge qui valide une existence, la Légion d'honneur. De l'autre, Daniel Wilson, l'homme qui murmure à l'oreille du pouvoir, capable de glisser les bons noms sur les listes officielles. Ce qui commence comme des faveurs discrètes se transforme en une véritable industrie. Wilson utilise le papier à en-tête de la présidence, il reçoit les solliciteurs, il négocie les tarifs. La plus haute distinction de la nation, celle que Napoléon avait créée pour récompenser la bravoure et le mérite, devient une marchandise de comptoir. On ne la gagne plus sur les champs de bataille, on l'achète dans les salons feutrés. Des milliers de francs changent de main pour éponger les dettes, financer des journaux de propagande et indirectement maintenir le train de vie délirant qui permet à la famille de briller. Mais à l'automne 1897, le secret vole en éclats. La presse, en plein essor et avide de liberté, s'empare de l'affaire. C'est l'explosion du scandale des décorations. Les journaux titrent en lettres énormes, révélant au grand jour les manœuvres du gendre de l'Élysée. La France découvre avec stupeur que l'État est devenu une boutique. La rue s'enflamme. Ce n'est pas seulement de la colère, c'est du dégoût mêlé à un rire sardonique. La caricature s'en donne à cœur joie. On chante dans les cabarets des refrains cruels. Ah, quel malheur d'avoir un gendre! Daniel Wilson devient l'homme le plus haï de France, le symbole de cette corruption qui ronge la République bourgeoise. Les chansonniers le dépeignent vendant des croix d'honneur comme on vendrait des petits pains. L'image est dévastatrice. Le pauvre Jules Grévy, vieux président respecté, se retrouve pris au piège. Il n'a probablement pas touché un centime, mais son aveuglement est coupable.
Il a laissé le loup entrer dans la bergerie. Il tente de résister, de protéger sa famille, mais la clameur publique est trop forte. Le Parlement se ligue contre lui. Chaque jour qui passe apporte son lot de nouvelles révélations. Chaque article de presse est un coup de poignard dans la légitimité du régime. L'ironie est mordante. C'est la vanité qui a causé leur perte. La vanité de Marguerite qui voulait un château royal, la vanité des acheteurs qui voulaient une médaille, la vanité de Daniel qui se croyait intouchable. Si l'honneur peut s'épingler à la boutonnière, alors avec un bon réseau, la médaille peut finir par avoir un prix catalogue. Et ce prix, Daniel Wilson l'a fixé, mais il n'a pas vu que la facture finale serait politique. Le 2 décembre 1887, le verdict tombe. Jules Grévy est contraint à la démission. Pour la première fois dans l'histoire de France, un scandale financier domestique fait tomber la tête de l'État. La République a tremblé, non pas sous les coups de canon, mais sous le poids de petits trafics sordides nés de l'ambition démesurée d'une famille qui avait les yeux plus gros que le ventre. Le 2 décembre 1887 marque la fin d'un monde. Jules Grévy quitte le palais de l'Élysée, tête basse, emportant avec lui les débris de sa réputation. C'est une image terrible pour la France, le père de la nation, chassé par les manigances de son propre clan. Mais si le scandale politique s'apaise doucement avec l'élection d'un nouveau président, Sadi Carnot, le drame financier, lui, ne fait que commencer pour les protagonistes de Chenonceau. Pour Marguerite Pelouse, le réveil est brutal. Le scandale a eu un effet immédiat. Il a asséché toutes les sources de crédit. Les banquiers, autrefois si empressés de prêter à la sœur du gendre présidentiel, se transforment en créanciers implacables. Le crédit foncier, qui avait financé les folies architecturales de Roguet et les fêtes vénitiennes, réclame son dû. Et la somme est astronomique. Les caisses sont vides, l'honneur est souillé et la protection politique a disparu. Le château, ce rêve de pierre pour lequel elle a tout sacrifié, se retourne contre elle. En 1888, quelques mois seulement après la chute de son frère, le tribunal de Tours prononce la saisie du domaine. C'est l'humiliation suprême. Les huissiers franchissent le pont-levis, non pas pour admirer Palais-Voûte, mais pour inventorier la faillite. Ils parcourent cette grande galerie où résonnaient encore les valses de Debussy, notant froidement la valeur des tapisseries, des meubles Renaissance, des statues. Le décor de l'ascension sociale devient l'inventaire de la déchéance. Marguerite est contrainte de quitter les lieux. On imagine ce départ. Une femme brisée, traversant une dernière fois cette allée d'honneur, laissant derrière elle l'œuvre de sa vie. Elle ne perd pas seulement une maison, elle perd son identité. Elle avait voulu être Catherine de Médicis. Elle finit ruinée, chassée de son propre royaume par des hommes de loi. Elle mourra quelques années plus tard, en 1902, loin de la splendeur du Cher, dans une solitude qui contraste cruellement avec le tumulte de ses années de gloire. Quant à Daniel Wilson, s'il parvient à éviter la prison grâce à des vides juridiques et à se faire réélire plus tard en Indre-et-Loire, preuve de l'incroyable résilience des animaux politiques, il reste marqué au fer rouge. Son nom est devenu synonyme de corruption. Il a survécu, mais il a tué l'innocence de la République. Chenonceau, lui, entre dans une période de turbulence. Mis aux enchères, il est acquis brièvement par le crédit foncier, puis passe entre les mains d'un riche Cubain, José Emilio Terry, en 1891. Le château semble orphelin. Les lumières sont éteintes, les gondoles ont disparu, et le silence retombe sur le Cher. Les paysans de la région, qui avaient regardé avec méfiance cette débauche de luxe, voient dans cette chute une forme de justice divine, ou du moins le retour à un ordre naturel des choses. C'est la fin de l'ère Wilson, une parenthèse de 30 ans où l'argent a cru pouvoir tout acheter, même l'histoire. Mais les murs de Chenonceau ont la mémoire longue. Ils ont vu passer des reines, des favorites, des révolutionnaires et maintenant des spéculateurs ruinés.
Cette chute brutale laisse une leçon amère gravée dans la pierre blanche. L'honneur vendu à la découpe ne brise pas seulement une famille, il fait trembler les fondations même de l'État. La République s'en remettra, mais Chenonceau porte désormais une cicatrice invisible. Le souvenir d'une époque où il faillit être englouti par l'ambition de ceux qui l'aimaient trop mal. Après le tumulte, le silence. Après la honte, l'oubli. Chenonceau, dépouillé de ses ambitions politiques, traverse une période de flottement, passant de main en main comme un bijou trop lourd à porter. Le château semble retenir son souffle, attendant de savoir s'il deviendra une ruine romantique ou s'il trouvera une nouvelle raison d'être. Le salut viendra finalement en 1913, non pas d'un prince, mais d'un autre roi de l'industrie. Henri Meunier, héritier de la célèbre dynastie du chocolat, rachète le domaine. C'est un homme différent des Wilson, moins politique, plus ancré dans une vision philanthropique du capitalisme. Mais à peine a-t-il le temps de prendre possession des lieux que l'histoire frappe à nouveau à la porte, avec une violence inouïe. Août 1914. L'Europe s'embrase. La Première Guerre mondiale éclate, et c'est ici, dans l'urgence du conflit, que Chenonceau va connaître sa métamorphose la plus saisissante, celle qui va laver l'affront des années Wilson. Gaston Meunier, frère d'Henri, décédé peu après l'achat, prend une décision qui tranche radicalement avec l'égoïsme de l'époque précédente. Il ne ferme pas les grilles pour protéger ses tapisseries. Il ouvre le château pour accueillir la souffrance du monde. La grande galerie, cette salle de bal suspendue où Marguerite Pelouse organisait ses fêtes vénitiennes, où les bouchons de champagne sautaient pour masquer la banqueroute, change de visage. Les lustres de cristal éclairent désormais une toute autre scène. Fini les soieries et les valses. Sur le damier noir et blanc du sol, on aligne 120 lits de fer blanc. L'image est d'une puissance symbolique foudroyante. Là où l'argent sale de la corruption avait circulé, circule désormais le sang des soldats blessés venus du front. Le château devient un hôpital militaire. Gaston Meunier finance tout sur ses propres deniers. Le matériel, les médicaments, le personnel. Sa belle-fille, Simone Meunier, devient infirmière-major, dirigeant cet hôpital flottant avec une main de fer et un cœur de lionne. C'est une étrange et douloureuse rédemption. Le pont sur le Cher, conçu par Diane de Poitiers pour relier les rives, conçu par Marguerite Pelouse pour relier le monde des affaires à celui de la politique, devient un pont entre la vie et la mort. Plus de 2000 blessés y seront soignés. Les cris de douleur remplacent les rires mondains, l'odeur de l'éther chasse celle des parfums coûteux. En transformant le boudoir de la République corrompue en sanctuaire de la compassion, la famille Meunier rend à Chenonceau sa noblesse perdue. Le château ne sert plus à acheter des honneurs, il sert à sauver des hommes. Cette vocation de passeur se confirmera encore lors de la Seconde Guerre mondiale. Le Cher, marquant la ligne de démarcation entre la zone occupée par les nazis et la zone libre, la galerie du château deviendra un couloir secret pour la résistance, permettant de faire passer des fugitifs et des messages au nez et à la barbe de l'occupant. L'architecture même du lieu, ce pont qui défie les frontières, devient une arme contre la tyrannie. Aujourd'hui, quand on visite Chenonceau, on est d'abord frappé par sa beauté immaculée. C'est le château privé le plus visité de France. Les touristes du monde entier déambulent dans les jardins de Catherine de Médicis, admirant les cuisines ultramodernes installées par Marguerite Pelouse, ironiquement l'une des seules traces tangibles et positives de son passage, et traversent cette galerie mythique. Pourtant, la couche du XIXe siècle reste souvent une note de bas de page dans les guides touristiques. On parle des reines, on parle des favorites. Mais l'histoire de Marguerite et Daniel Wilson, ce drame de l'argent fou, est plus discrète. Elle est là pourtant, invisible mais présente.
Elle est cédant la perfection même de la restauration. Si le château ressemble tant à celui de la Renaissance, c'est parce qu'une femme du XIXe siècle a dépensé une fortune pour qu'il en soit ainsi. Elle est dans les archives poussiéreuses qui racontent la chute d'un président. Chenonceau est aujourd'hui un musée, un joyau du patrimoine mondial. Il a été restauré, choyé, protégé. Mais en grattant un peu la pierre de tuffeau, on retrouve la leçon éternelle. Un château peut être restauré, ses murs peuvent être blanchis, mais la réputation des hommes qui l'ont habité est beaucoup plus friable. Marguerite a tout perdu, Daniel a été déshonoré, et pourtant, le château est toujours là, impassible. Il a survécu à ses propriétaires. Il a digéré l'argent du gaz, les scandales de l'Élysée, les blessures de la Grande Guerre. Il est la preuve vivante qu'une œuvre d'art est toujours plus grande que ceux qui prétendent la posséder. Chenonceau a été un trophée, une monnaie d'échange, un hôpital, un passage clandestin. Aujourd'hui, il est apaisé. Mais il garde, pour celui qui s'est écouté, le souvenir de ce moment vertigineux où il faillit être emporté par le tourbillon de la vanité humaine. Un château peut être racheté, mais l'honneur, une fois qu'il a été tarifé, est-il jamais vraiment redevenu inestimable? Les eaux du Cher continuent de couler sous les arches, indifférentes aux passions humaines qui se sont jouées au-dessus d'elles. Elles ont emporté les échos des fêtes vénitiennes, les murmures des conspirations politiques et les soupirs d'une femme ruinée par son propre rêve. Aujourd'hui, Chenonceau se dresse dans une majesté tranquille, blanchi par le soleil et le temps, comme si le scandale du XIXe siècle n'avait été qu'un mauvais rêve, une fièvre passagère dans la longue vie d'un immortel de pierre. Pourtant, l'histoire de Marguerite Pelouse et de Daniel Wilson n'est pas une simple anecdote poussiéreuse. Elle résonne avec une modernité effrayante. Elle est le récit éternel de la confusion entre la valeur et le prix. Les Wilson ont cru, avec une naïveté arrogante, qu'ils pouvaient s'approprier l'héritage des rois simplement parce qu'ils en avaient les moyens financiers. Ils ont pensé que la légitimité s'achetait comme une tapisserie et que l'honneur de la République pouvait se vendre comme du gaz au mètre cube. Leur tragédie nous tend un miroir. Elle nous interroge sur notre propre rapport à la réussite et au pouvoir. Marguerite a voulu figer le temps pour se bâtir un décor parfait, mais elle a oublié que l'âme d'une maison ne réside pas dans la dorure de ses plafonds, mais dans la dignité de ceux qui l'habitent. Elle a construit un chef-d'œuvre architectural, certes, mais elle l'a posé sur des fondations morales en sable mouvant. Ce que Chenonceau nous enseigne, au terme de ce voyage, c'est que la pierre est plus honnête que l'homme. Le château a accepté d'être le théâtre de la vanité sous les Wilson, mais il a retrouvé sa véritable grandeur lorsqu'il est devenu un refuge pour les blessés sous les meunières. Il a fallu la douleur de la guerre et la générosité désintéressée pour laver les souillures de la corruption. C'est la preuve éclatante que le patrimoine n'est pas une possession mais une responsabilité. On ne possède jamais vraiment un lieu comme Chenonceau. On en est seulement le gardien temporaire. Et l'histoire juge les gardiens non pas à la richesse de leurs banquets, mais à la pureté de leurs intentions. Alors, la prochaine fois que vous verrez l'image de ce château flottant sur l'eau, ne voyez pas seulement la beauté de la Renaissance. Voyez aussi l'ombre de ceux qui se sont brûlés les ailes à vouloir trop briller. Souvenez-vous que derrière chaque pierre restaurée se cache parfois une ambition dévorante, et que les monuments les plus silencieux sont souvent ceux qui ont les secrets les plus bruyants à raconter. Nous devons nous poser cette question finale, alors que nous quittons les rives de la Loire. Sommes-nous, nous aussi, prêts à tout sacrifier pour l'apparence de la gloire? La tentation de Daniel Wilson, celle de transformer le prestige en profit, a-t-elle vraiment disparu de notre monde moderne, ou a-t-elle simplement changé de visage? Si cette enquête dans les coulisses sombres de l'histoire de France vous a captivé, si vous pensez que comprendre le passé est le meilleur moyen de ne pas être aveuglé par le présent, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. C'est votre curiosité
qui maintient cette mémoire vivante. Car au final, une seule vérité demeure, gravée dans le destin de ce château et de ses maîtres déchus. Si l'honneur s'achète, alors qui paie vraiment la facture ?